Bonjour tout le monde. Bonjour Malou. Bonjour, bonjour Mathilde et bonjour à tous les auditeurs. Alors, je vérifie juste parce qu'il y a des gens qui commentent. Je vérifie qu'aussi que ça part parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Alors, il y a des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'événement. Ça vient de commencer. Voilà, je réponds en même temps. Et pour autant, j'ai pas l'impression, je vois pas que le direct est lancé. Alors, j'espère que ça a bien fonctionné. Ben, j'espère aussi, oui. Parce que là, quand tu as du reflet à cause de ça, je vais mettre celui-ci pour qu'il n'y ait plus de lumière trop. Normalement, il devrait s'éteindre. Alors. Mais je vois toujours pas de notification par lequel le direct a commencé, donc j'essaye de voir ce qui se passe. Ah, je vois vidéo live. Ça y est. Je nous vois en direct. Alors, je vais partager le lien, comme ça les gens le trouveront plus facilement. Ok. Bon, voilà, j'ai empêché mon téléphone de nuire aussi. Voilà. Le Ça suffit ciel, pour aujourd'hui. les plumes. Voilà, première chose. Deuxième chose, je vais partager. Donc, les personnes qui sont présentes ou qui arrivent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez, si tout est OK. Je vous laisse nous parler là tout de suite. Alors, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu vous voir discuter un petit peu. Malou, je crois que ça fait 1 an en fait qu'on s'est un peu plus d'1 an qu'on avait fait notre dernière interview ensemble. Oui, ça fait un petit moment, c'est vrai. Et puis, l'avant-dernière fois où on s'est vu, on s'est dit il faut faire quelque chose sur le droit d'auteur parce que les gens, ils font un peu tout et n'importe quoi. Ils ne savent pas trop à quoi ils s'attaquent réellement. Et ça devient indispensable aujourd'hui de pouvoir en discuter, savoir ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. D'accord. Oui. Oui, ben, je viens de voir passer un post encore, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou peut-être dans l'après-midi, où en fait, il était question de la répartition, tu sais, par rapport à un prix de livre, un prix public, la répartition. Et évidemment, tout ça, c'est fantasmé. Hein. Ah, complètement. Enfin, la représentation telle qu'elle était donnée, elle était quand même pas tout à fait correspondante à la réalité. Hein, ça, c'était clair. Donc, je pense qu'en effet, il y a pas mal de choses à remettre, on va dire ça, en ordre par rapport à ça. Et puis, oui, voilà. Donc, pour les droits d'auteur, nous, on sait qu'on est très vigilant là-dessus. Donc, en tout cas, ça paraît tout à fait logique et c'est la première des choses à considérer. Parce que sans auteur, il n'y a pas de création. Donc, oui, puis c'est aussi, au-delà du droit d'auteur, c'est vraiment le respect aussi de sa personne et de son œuvre. Bien sûr. Parce que vraiment, je t'ai sollicité pas mal de fois par rapport à des choses que j'ai pu voir, des personnes qui spontanément avaient envie de partager quelque chose et de lire en fait l'intégralité d'un livre pour que ça fasse finalement un livre oral et sans demander l'avis que ce soit de l'auteur, de l'éditeur. Et j'ai trouvé ça un petit peu gênant par respect en fait pour ces personnes qui ont créé cette ouvrage. Oui, tu m'avais alerté hein, sur une ou deux vidéos comme ça. Et en fait, elle a en effet commencé à faire une lecture audio, hein, cette personne-là, d'un des livres qu'on a publié et qui est, je dirais, un de nos meilleurs titres, donc qui est toujours très demandé et très sollicité. On vient d'en faire la 6e impression. Hein, il s'agissait des 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre. Et cette personne, en fait, elle pensait bien faire, hein, c'est-à-dire c'était vraiment dans un souci de partage, ça c'est sûr. Et donc, quand tu m'as alerté là-dessus, donc j'ai essayé de voir déjà qui c'était, de joindre la personne. J'ai réussi à la voir par message. Et donc, ça m'a pris un certain temps pour faire comprendre qu'en fait, il y avait la propriété intellectuelle sur les livres qui sont publiés, puisque nous, en tant qu'éditeurs qui reprenons un titre qui existe donc en version originale en anglais, nous devons l'acquérir, donc nous payons des droits de traduction et de diffusion en français. Et ensuite, nous payons bien sûr des droits d'auteur
hein, dire toujours maintenant c'est plus à l'auteur puisqu'elle est décédée, mais aux ayants droit, hein, chaque année. Et donc, si quelqu'un s'approprie, on dirait ça, ce travail et le met gratuitement à disposition d'autres personnes, eh bien, nous, ça nous met dans une position délicate parce que, bon, nous, on fait ça dans les règles et on ne peut pas ne pas réagir. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la personne, que si moi, je ne réagis pas personnellement, elle aura des ennuis avec la maison d'édition originale qui, eux, sont extrêmement vigilants et font très, très attention à tout ce qui est diffusé sur le net et qui concerne Dolores Cannon. Parce que certaines personnes ont pu s'en rendre compte à leurs dépens pour avoir simplement voulu traduire, non pas des livres ou lire des livres, mais pour avoir simplement voulu traduire des vidéos, donc qui sont publiques puisqu'elles sont sur YouTube. Et de s'être vu refuser le droit et que les vidéos ont été supprimées. Donc, je veux dire, nous, en tant qu'éditeurs, on s'engage vis-à-vis de l'éditeur original à respecter ses droits et à défendre leurs intérêts. Donc, nous, on est obligé de réagir. Alors, ça s'est très bien terminé, cette histoire, puisque j'ai pu faire comprendre à la personne qu'en fait, moi, j'avais rien contre si c'était un chapitre ou deux au maximum, qui peut en quelque sorte être plutôt une publicité pour le livre qu'une concurrence, à condition bien sûr qu'elle indique bien où le livre peut être acheté, où est-ce qu'on peut se le procurer en France dans la version française. Donc finalement, on a réussi ça, mais il m'est arrivé à d'autres occasions pour donc ce même type on va dire, d'utilisation frauduleuse d'un titre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir qu'il y a une peine de prison qui est encourue. La peine de prison peut aller jusqu'à 3 ans pour violation donc, de ses droits, et avec une amende aussi très forte. Donc, je pense que ça devrait décourager quand même pas mal les gens. Et malgré tout, bon, il y en a toujours. Donc, je me rappelle cette fois-ci, c'était un autre auteur, c'était Michel Desmarquet à l'époque, quand il était encore en vie, qui m'avait sollicité en me disant qu'il avait trouvé plusieurs copies illégales de son livre, donc Tiaoba, la planète dorée, sur notamment des plateformes comme Script. Alors, ce n'est pas eux en particulier que j'accuse, mais c'était juste parce que dans ce cas-là, c'était eux. Et d'ailleurs, je dois dire que la plateforme, elle a réagi immédiatement. Donc, je les ai contactés pour dire, voilà, vous avez des versions illégales, et encore, je me suis attaquée à la version française qu'ils avaient. Mais nous avons pu constater, l'auteur et moi, qu'ils avaient également d'autres versions sauvages dans d'autres langues qui n'ont jamais été traduites et donc publiées officiellement. Et donc, j'ai… plateforme. Oui. Beaucoup, oui. Et tu vois, par contre, la plateforme, dès que je suis intervenue et que j'ai envoyé un message pour signaler ce contenu, ils ont réagi très rapidement et la publication a été supprimée. Moi, celle pour laquelle je me plaignais a été supprimée immédiatement. Donc, bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais, oui, vas-y. C'est une vraie traque. Tu vois, il faudrait quelqu'un qui soit là pour traquer ce genre de choses sur le net. C'est difficile. Ouais, et puis ça prend beaucoup de temps parce qu'il existe aujourd'hui tellement d'ouvrages que c'est compliqué de chercher qui a le droit de quoi. Oui. L'autre exemple, on en avait parlé ensemble, tu te rappelles, avec la réédition, je ne peux même pas appeler ça comme ça, en fait, une personne qui a décidé d'éditer à son compte les Amis. Tu te souviens ? Oui. Ami, l'enfant des étoiles. C'est ça, Ami, l'enfant des étoiles. Il a mis son nom dessus, il a dit que c'est lui qui l'avait traduit, il l'a mis sur Amazon, et puis voilà, allez, vas-y. Et en fait, quand il y a une faute d'orthographe qui est dedans. Absolument, parce que moi, je n'ai pas fait cette édition, puisque n'ayant pas eu les droits, malgré les sollicitations qu'on a pu faire au niveau de l'auteur et de la maison d'édition originale, on n'a pas eu de réponse. Donc, moi, je ne l'ai pas publié. Et les partages qui ont été faits étaient des partages gratuits, notamment par exemple. Et les personnes qui avaient traduit ça, ils avaient quand même fait pas mal de fautes. Et on a pu se rendre compte qu'en fait, la version de ce monsieur qui a repris ça, soi-disant, qu'il avait traduit, était pareil, criblée de fautes. Donc, on pense simplement, il a repris les PDF qui circulaient en
on va dire ça gratuitement, voilà, dans une traduction très sommaire, on va dire. Et puis, c'est ce qu'il a mis dans son livre. Donc, moi déjà, éthiquement, c'est pas possible. Non, complètement. Hein, je peux pas faire ça. Bon, déjà, quand j'ai pas les droits. Deuxièmement, parce que bah, c'est plein de fautes. Moi, je peux pas imprimer un livre plein de fautes, même s'il m'arrive, bien sûr, de laisser des coquilles dans les nôtres. Hein. Mais il y a toujours des auditeurs, des lecteurs qui sont très pointilleux et qui m'envoient un message pour me dire bah, j'ai trouvé telle faute et je les en remercie toujours et je leur dis toujours que j'en tiendrai compte pour la prochaine réimpression parce que c'est normal que on puisse faire des fautes et c'est normal aussi qu'on puisse après les corriger et donc d'accepter ces critiques qui sont constructives. Quoi. Tout à Mais fait. là, c'est d'autres choses. Alors, il y a Fatima qui nous a rejoint, qui nous fait coucou. Françoise aussi qui nous dit bonsoir à toutes et tous. Il y a Sigaline qui nous dit bonsoir, ça y est, je suis là. Sigaline qui nous cherchait tout à l'heure parce qu'on était un petit peu en retard. Oui. Un petit peu beaucoup même à cause de moi. Mais c'est pas grave, tout est juste. Donc là, on vient de parler en fait des droits d'auteur dans la version, on va dire, un peu frauduleuse, comme tu le disais, comme tu le soulignais. Il y a aussi le droit d'auteur en tant qu'auteur qui peut être intéressant et je sais que j'ai eu beaucoup de questions et de retours là-dessus, à savoir comment ça se passe au niveau du droit d'auteur quand on a un illustrateur avec son livre, qui a quoi au niveau des droits et au niveau de la diffusion, comment on peut faire les choses de manière à ce qu'on soit en fait, on va dire, dans les clous. D'accord. Alors nous, on a deux cas de figure. Donc pour notamment ça concerne essentiellement les albums. Hein. Parce que pour les autres couvertures, c'est soit je fais appel à un professionnel, donc ça c'était le cas par exemple pour le dernier, là, les Arcanes. Je fournis l'image dont j'acquiers les droits, hein, c'est-à-dire j'achète une licence étendue de l'image quand j'achète l'image, et je lui fournis l'image. Et ensuite, lui, il fait le travail. Ou alors, c'est par exemple, quand c'est Alice qui a fait les couvertures des Jardiniers ou des Trois Vagues, c'est pareil, j'ai fourni les images, Be-Light, donc édition, a payé la licence étendue et Alice a fait gracieusement la couverture pour nous. D'autres fois, la couverture fait partie d'un forfait. C'était le cas, par exemple, dans L'éveil de la rose ou Le dernier conte, qui ont été illustrés par Agnès Foucard. Et dans ce cas-là, Agnès fait un devis. Hein, elle me dit, voilà, c'est tant. Hein, il y a tant d'illustrations, par exemple, noir et blanc ou sépia ou couleur, chacun avec un prix différent, et plus la couverture. Hein, donc, plus un prix pour le dessin original de la couverture, puisque là, on n'a pas travaillé à partir de photos, mais bien à partir de dessins originaux. Donc, il y a ce devis qui est donc accepté. Ensuite, la rémunération se passe en général comme suit, c'est-à-dire la moitié au niveau à ce moment-là, c'est-à-dire quand le devis est validé et qu'on a vu les premiers croquis, et ensuite le reste de cette facture au moment de la livraison des croquis définitifs. Ça, c'est une chose. Ensuite, intervient également pour cette illustratrice, par exemple, une participation sur la vente des livres. Donc, dans ce cas-là, on fait un contrat, on va dire, à trois têtes, hein, entre nous, l'auteur et l'illustrateur, et il est spécifié quelle est la proportion, donc le pourcentage de chacun. Donc, en règle générale, pour l'illustrateur, c'est environ 5% sur chaque titre vendu et qu'il touche bien sûr en plus de son travail de création originale, hein, ce qui me paraît logique. Certains illustrateurs, et ça on a eu le cas aussi, c'était dans le cas par exemple de Rêver c'est guérir, l'illustratrice a choisi l'option de ne pas avoir d'intéressement, hein, rien comme pourcentage, mais par contre, dans ce cas-là, on adapte le montant payé au départ pour le travail créatif. Hein. Mais c'est toujours, bien sûr, ça se fait sur accord, ça se fait sur devis, et puis souvent, on est
toujours en relation les trois, on va dire, entre l'auteur, l'illustrateur et nous. Donc, j'espère que ça répond à peu près à la question là-dessus. Alors justement, je viens de mettre un petit commentaire pour les personnes s'ils veulent davantage de précision, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions. Parce que c'est vrai qu'on a fait en fonction de ce qui nous venait, mais peut-être qu'on n'a pas tout recouvert au niveau des interrogations qu'il peut y avoir. Hein. Je vois que tu es très sollicitée, j'entends. Ouais, non, ça ne m'arrête pas, de toute façon. Donc, madame est très demandée. Donc bon, je ne fais plus attention. J'ai juste prévenu ma fille ce soir qu'elle se débrouillait toute seule pour rentrer parce que je n'étais pas disponible pour faire le taxi. Elle va m'en vouloir. C'est pas grave. Au niveau des droits d'auteur, donc là on a parlé de l'illustrateur. Je pense à la bande dessinée que Lulu a fait avec Armella. Oui. Donc là c'est encore différent comme contrat. Oui, différent. C'est un peu du 50-50 quelque part. On va dire que ça penche plus quand même la balance vers Armella, qui a quand même fait, on va dire, le plus gros du travail, puisque c'est toute l'illustration, mais aussi, donc bien sûr, il y a le travail créatif de dessin, la mise du texte dans les bulles, etc. Donc toute la mise en page. Et moi, j'ai vraiment récupéré, grâce à Armella et à son professionnalisme, un travail fini, propre, bon à donner à l'imprimeur. Voilà. Donc, c'est quand même un travail considérable. Voilà. Mais ce sont des professionnels donc, qui maîtrisent ça et j'aime autant que ce soit bien fait parce que moi, je ne suis pas professionnelle dans ce domaine de la mise en page et de tout ce qui concerne l'infographie. Donc, voilà. Alors, c'est tout à fait logique. Et là-dessus, sur cette BD en particulier, donc nous, éditeurs, on n'a quasiment rien. On est d'accord. C'est-à-dire là, on a bien sûr un coût de revient de l'impression, tant à la BD, etc., tant pour l'impression. Et ensuite, on partage, nous, on a une commission minimale, on va dire, je ne sais même plus de combien c'est, je ne sais pas si ça représente 2 ou 3 euros. Et le reste est partagé intégralement entre les deux auteurs. Donc, je ne sais plus comment c'est la répartition, mais comme j'ai dit, un peu plus pour Armella et un petit peu moins pour Lulu. De plus, il faut dire que Armella, elle a beaucoup contribué également au succès de la BD parce qu'elle en a vendu plein. Elle les vend par l'intermédiaire de son propre site et puis elle a dû mettre en place un système avec un professionnel. Ce qui fait que nous, on a de temps en temps, elle nous sollicite pour qu'on lui fasse une nouvelle livraison de BD. Et là-dessus, quand les auteurs achètent leur livre, on va dire, auprès de nous, nous, on le permet, certaines éditions ne le permettent pas, il est logique qu'elles aient un prix. Et donc, on leur fait les mêmes remises que ce qu'on fait aux libraires. Logiquement. Puisque c'est quand même, on va dire ça, elle qui va vendre le produit. Et du coup, nous, on n'a pas ce travail à faire de l'expédition, l'envoi, etc., etc. Donc, voilà. Donc, et bien sûr, elle touche aussi les droits d'auteur dessus. D'accord. D'accord. Donc là, on tient compte, en effet, puisque, comme je t'ai dit, nous, on a juste un minimum. Donc, quand c'est vendu par l'intermédiaire d'Armella ou au libraire, donc avec une remise conséquente qui va, grosso modo, les remises entre 30 et 40 %, parce que certaines grosses chaînes imposent 40 %, de toute façon, ils ne nous laissent pas discuter. Donc, il est évident que nous, on ne peut pas vendre non plus à perte, et que dans ce cas-là, on va dire, un deuxième tarif, en quelque sorte, pour qu'on puisse faire la balance, toujours la même, correcte, mais par rapport au prix qu'on a réellement touché. Ce qui paraît logique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un cas particulier pour la BD. Toujours est-il que on est encore en train, là, maintenant, j'attends la réédition. Là, c'est vraiment une réédition, cette fois-ci, de la BD. Ça ne changera rien au niveau du prix et ça ne changera rien par rapport aux auteurs. Mais donc, voilà, pour changer un petit peu. On a profité pour corriger quelques petites fautes, etc. Ok. Dans l'histoire de la BD, du coup, si au niveau de la proportionnelle, l'illustratrice gagne plus, donc Armella gagne plus que Lulu, elle n'a pas par contre
fait payer un tarif sur ses dessins comme Agnès a pu le faire. Non, voilà. Voilà. Là, c'était uniquement tout basé sur la participation, hein, la répartition en fait au moment de la vente des livres. Voilà. Ok. Parce que c'était pour nous une première expérience. Ça aurait été difficile, je pense, de le chiffrer. Et je pense que c'est plus juste comme ça. Je sais que tu fais des jeux de cartes. Il n'y en a pas un où justement il y a un illustrateur et un auteur ou c'est Non, alors, ouais, c'est Eric qui fait tout. Eric fait tout, ouais. Mais, non, mais c'est pas Eric que je pensais, c'était un autre jeu de cartes que tu avais. Non, parce que l'autre, c'est carrément l'auteur qui a tout fait elle-même. D'accord, oui, donc dans le même. Lui d'Alison, c'est une auto-édition et nous, on lui a simplement proposé de le diffuser, hein, de le distribuer. Donc là, pour le coup, tout est à elle et nous, on prend juste une remise, en fait, comme la remise que nous, on fait au libraire ou au diffuseur. Ok. Voilà. Tandis que sur les jeux de cartes, donc le jeu de cartes pour l'instant de Eric, c'est lui qui a fait tous les dessins. Et donc, il n'y avait pas. Donc, c'est l'auteur, il a fait tout, hein, les dessins, les textes, il a tout fait. Là, le travail qu'on a eu à faire, c'était avec elle que j'étais aussi au téléphone tout à l'heure d'ailleurs. C'est vraiment une personne, donc une graphiste, hein, donc c'est vraiment le métier, et qui a fait toute la mise en page et toute la colorimétrie, enfin tout ce travail vraiment technique, quoi, spécifique sur les cartes. Donc, et ce sera la même chose le prochain qui va arriver. Ouais. En tant qu'auteur, si un auteur, par exemple, trouve que son œuvre, justement, elle est diffusée à droite ou à gauche sans son consentement, sans ton consentement, quel est le rôle de l'auteur là-dedans? Est-ce qu'il va, on va dire, se plaindre auprès de toi ou est-ce que c'est à lui de faire les démarches? Comment ça se passe? Non, il vient se plaindre auprès de nous. C'est ça, parce que c'est dans le contrat, c'est une clause qui prévoit que d'un côté et de l'autre, en fait, on s'assure une jouissance, on va dire, correcte du produit. C'est-à-dire qu'eux, ils ne nous mettent pas des bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser à tort et à travers non plus ce produit pour faire la publicité ou utiliser je ne sais quoi, que ce soit des images ou des extraits, etc. Et nous, de notre côté, on doit leur assurer aussi d'être à leur côté pour les défendre, justement, pour intervenir dans le cas où il y a un mauvais usage ou un usage abusif qui est fait de même, ne serait-ce qu'un extrait s'il dépasse la limite autorisée. Hein. On sait tous que normalement, on a un petit, on va dire ça, on a le droit de citer, hein, ou de reproduire uniquement des tout petits extraits. Voilà. Et c'est vrai que ça m'arrive, et là où j'ai des demandes de la personne qui me dit « Est-ce que vous m'autorisez à utiliser tel passage, par exemple ?» En général, il n'y a pas de problème. Quand on nous pose la question, c'est bien, comme ça on sait, et que la personne ensuite nous fait le retour de nous montrer dans quoi ça a été utilisé, pourquoi faire, etc. Et que ça va bien sûr dans le sens que nous on veut pour notre ouvrage. Hein, et pour l'auteur, pour que ça ne serve pas à être dénigré ou critiqué. Tiens, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un de mes lecteurs aussi, qui est très, très vigilant, et m'envoie ça, il me dit, dites donc, le monsieur qui a fait cet ouvrage, il n'aurait pas pompé dans votre livre, c'était celui de ma rencontre avec les extraterrestres. Et c'est vrai que la première partie, c'est une œuvre qui se veut un commentaire ou une critique, genre un essai. Hein, voilà. Et donc, il n'utilise pas seulement ce livre-là, mais c'est vrai qu'il en cite des bons extraits. Il ne nous a jamais demandé. Voilà. Bon. Alors bon, je ne suis pas intervenue jusque-là, parce que bon, j'ai regardé ça de plus près, etc. Je me suis dit, bon, ça concerne qu'une petite partie, en fait, du travail. Mais des fois, ça peut être gênant parce que justement, la manière dont c'est présenté, eh bien, c'est pas forcément flatteur. Hein. Et là, moi, je peux pas défendre l'auteur, il est décédé. C'est plus compliqué. Mais à partir en fait, c'est à partir de quand, à partir de quel
Limite, tu estimes finalement que c'est un usage abusif, au-delà de la critique négative, mais vraiment en termes de quantité, tu considères à peu près, hein, Oui, en termes de quantité, j'ai ça en tête aussi disons de mon expérience même en tant que prof. Quand on utilise des ouvrages, on a le droit, grosso modo, d'utiliser, et encore on doit le déclarer, hein, jusqu'à 10% d'un livre, d'un manuel, ou d'un livre, ou d'un, peu importe. Voilà. Donc en gros, sur un manuel qui fait 300 pages, ça représente 30 pages. Voilà. Quand on va sur certains sites, par exemple, même celui avec lequel je travaille en auto-édition, donc sur Bookelis, on met toujours un extrait, parce que ça permet aux gens aussi de se faire une idée de ce qu'il y a dans le livre. Tout à fait. Et en règle générale, d'ailleurs, je crois que c'est pas Google qui fait ça aussi avec sa bibliothèque, hein, voilà, où on a grosso modo une trentaine de pages. Hein, grosso modo. Et donc, en effet, ils tiennent compte de la proportion, on va dire la juste proportion à réserver, hein, on va dire. Donc, ça peut aller entre 15 et 30 pages, quoi, globalement. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Si tu vois des choses à rajouter, n'hésite pas. Hein. Oui, alors moi je sais parce que j'ai eu des questions de la part aussi de mes auteurs. Alors, c'est-à-dire que nous, les droits d'auteur, ce qu'il faut savoir aussi, donc les droits d'auteur, nous, on en paye, bien sûr, puisqu'on en paye à nos auteurs. Donc, on a parlé tout à l'heure des illustrateurs, mais bien sûr aussi aux auteurs, hein, tout ça ensemble. Certains auteurs ne savent pas trop ce qu'ils peuvent attendre ou combien ça représente. Alors, on va dire que c'est une fourchette. C'est pas toujours la même chose. Et là, je parle par l'expérience que nous avons des droits d'auteur que nous payons à gauche et à droite, notamment à l'étranger. C'est souvent, on va dire, comment on va dire ça, un pourcentage qui peut augmenter par rapport au nombre de livres vendus. Hein, donc, ça part, par exemple, à 7%. Et ça peut atteindre, là en l'occurrence, c'était par exemple ceux de Dolores, je crois, jusqu'à 10 pour eux. Nous, pour certains ouvrages qu'on vend et on paye nos auteurs, plus que ça. C'est-à-dire même des fois, si on démarre à 8 ou 1 ou 10, s'il y a une clause comme quoi on paye plus quand il y a plus de vendus, nous, dans un premier temps, ça nous permet d'assurer, on va dire, nos arrières financièrement, parce que certains projets coûtent cher, et il faut être sûr de les vendre. Et après, quand on refait un tirage, on estime que c'est normal, ça veut dire que le produit fonctionne, et que donc on donne plus à l'auteur. Hein, donc nous, ça peut aller jusqu'à 12-15%. C'est pour ça que je disais que le document que j'ai vu passer cet après-midi, il n'était pas tout à fait exact. Parce que quand ils disent que, par exemple, je ne sais plus, ils mettaient l'auteur 7% ou quelque chose comme ça. Donc chez nous, ça ne représente pas 7%, ça représente plus que ça, toujours. Et la part de l'éditeur qui était estimée dans le document, je ne sais plus combien c'était entre plus de 20%. C'est plus près de 15, hein, voilà, en grosso modo. Et le libraire, pourquoi lui, il a une plus grosse marge, la plus grosse marge de tous? Il faut savoir que c'est par rapport à leurs frais aussi, hein, la boutique, le personnel, le stock, enfin bref, c'est tout à fait logique. Hein, on ne peut pas dire que ce ne soit pas logique. Et je veux préciser aussi par rapport aux livres dématérialisés, donc les livres à télécharger, les e-books, là-dessus, nos auteurs, ils touchent 25%. C'est logique qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, le travail, il est fait une fois. Il n'y a pas de stock. D'accord ? Il n'y a pas d'argent à avancer pour justement faire imprimer. Donc, il est tout à fait logique que l'auteur il soit mieux rémunéré. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais mis en ligne le livre de Pascal Lecomte, son nouveau livre, Pascal que j'ai interviewé l'année dernière, qui nous fait encore un nouveau genre, hein, puisqu'elle nous l'avait déjà dit dans son interview, elle aime bien toucher à tout. Donc là, elle est sur un livre de recettes, et des recettes notamment végétariennes, à ce que j'ai compris. Oui. Vraiment de tout, hein. Alors comme je disais, mais ça va du petit déjeuner, du simple verre d'eau jusqu'à, on va dire, en passant par les smoothies, les goûters et les petits plaisirs, jusque au plat
plus sophistiquées, de légumes, de pâtes, de n'importe quoi. Et j'aime beaucoup ces assiettes unicolores. Donc, par exemple, l'assiette blanche ou l'assiette orange, etc. Très, très, très sympa. Avec plein de bonnes idées de recettes et des choses que tout le monde peut faire. Hein. Elle a mis aussi des vraies recettes de grand-mère, hein, de sa grand-mère. Elle a mis vraiment beaucoup d'astuces et de choses qui sont tout à fait… Enfin, tout le monde peut faire, quoi. Enfin, voilà. Moi, ce que je te propose, c'est que tu me les fasses et que j'arrive pour venir manger. Hein. Et ça, voilà, on va dire ça. Hein. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour faire la cuisine. En ce moment, c'est plutôt Eric qui l'a fait que moi, puisque bon, on essaye de se partager un peu le travail, mais c'est vrai que c'est pas la priorité. J'imagine. Et peut-être que on vivra ça justement aux journées Be Light. Ah, voilà, c'est ça. Oui, c'est une idée d'aller piocher, oui. Je lui dirais ça, d'aller voir s'il y a des choses intéressantes. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Faire passer un petit atelier là-dessus, ça peut être Ah oui, intéressant. oui, pourquoi pas, c'est clair. Oui, bah, c'est vrai qu'on parlait de Pascal, mais je suis en train, j'ai travaillé aussi dessus, c'est là encore ces jours-ci. Je suis en train de mettre aussi ces autres livres en e-book de façon à proposer aux personnes donc de les télécharger et puis pourquoi pas. On a des demandes aussi de ce type-là, peut-être un peu plus maintenant qu'au début, puisque les gens sont encore un peu réticents. Mais franchement, enfin pour moi, c'est pas contradictoire. Hein. Je veux dire, l'édition papier et l'édition numérique ne sont pas contradictoires. Hein. Après, il y a des pour et des contre dans toutes les versions, c'est-à-dire que il y a le côté ancien, touché, aussi tactile sur la version papier, même les odeurs, puisque les gens ont tous les sens, on va dire, qu'ils utilisent. Et puis, ça prend de la place, par contre. Au bout d'un moment, on en acquiert beaucoup et il faut une sacrée bibliothèque, en tout cas pour les gros lecteurs, ou sinon avoir une carte de bibliothèque. Et la version numérique, c'est aussi dans le souci, on préserve la nature aussi quelque part, puisque finalement, on ne va pas créer de papier, de matière pour pouvoir l'avoir. On peut l'emmener partout. En vacances, on peut avoir 50 livres dans la liseuse. Ça ne se verra pas forcément dans le sac. Donc, voilà, il y a des comptes pour tout et c'est juste de savoir où est la vérité. Hein. C'est ça, oui. Mais là, on s'écarte. Je dirais, chacun son choix et selon, voilà, c'est ça, parfois par moment, quoi. Enfin, il y a des moments où on peut préférer un livre, de l'avoir en main, etc. Et puis d'autres fois, je vois, l'exemple, c'est ma maman. Pour te dire, maman qui vient d'avoir 86 ans, elle me dit, moi, pour mon anniversaire, je veux une liseuse. Elle me dit, quand tu m'as prêté la tienne, parce que bon, moi j'en ai une où je mets notamment les choses que j'ai à lire. C'est plus pratique pour moi que d'emmener 36 manuscrits quand je vais quelque part. Et donc, je lui avais prêté la mienne pour qu'elle lise un des livres que j'avais dessus. Et puis, elle me dit, quand même, c'est bien pratique. Parce que quand on ouvre, c'est toujours à la bonne page, on n'a rien besoin de faire. Voilà, et c'est toujours prêt, on peut l'emmener n'importe où. Et donc, du coup, elle voulait une liseuse. Et là, elle me l'a redit, elle m'a dit, tu m'as donné le dernier livre des Arcanes, mais c'est juste impossible. Il est tellement gros, tellement lourd, je ne peux pas le lire. Mes petites mains disent, je suis obligée d'être assise à table et de tourner les pages comme ça, parce que je suis dans mon lit, je ne peux pas, c'est trop lourd. Et donc, ça peut être une solution aussi. Donc, j'ai dit, oui, je ne vais pas tarder à la faire, la version e-book de ce livre-là, puisque normalement, c'est compris dans le contrat, parce que justement, ça permet de ne pas avoir un gros pavé d'1 kilo dans les mains. Quoi. Justement, numérique, comme on est dans les droits, est-ce que dans les contrats que tu établis avec tes auteurs, justement, tu parles de ce côté numérique? Est-ce que c'est finalement d'emblée, ils signent pour avoir une version papier et une version numérique? Alors, il y a les deux. Donc, oui, la plupart du temps, nous, quand on signe avec nos auteurs, il y a la version numérique qui est comprise. Alors, on ne le fait pas forcément tout de suite. Tu vois, comme par exemple ceux de Pascal, je vais seulement faire, là, je suis en train de faire ceux du dernier conte et de l'éveil, là. Mais normalement, on essaye de le prévoir dès le début dans le contrat. Par exemple, avec Ozark, donc là, c'est nous, c'est vu dans l'autre sens, eux, ils n'avaient pas forcément prévu dès le départ la version numérique. Donc, on a fait des avenants dans ce cas-là pour que je puisse faire la version numérique des 3 bacs, par exemple. Là, j'attends la réponse pour les jardiniers.
parce que c'était pas prévu non plus dans le contrat initial. Par contre, dans les arcanes, là, c'était prévu tout de suite, hein, parce que j'ai été vérifiée. Et là j'ai vu que oui, c'était bon, que je pouvais tout de suite faire la version numérique. Donc ça vraiment, ça dépend. Et comme là, tu vois, par exemple, certains qu'on a sortis, les derniers, on n'a fait qu'une version numérique pour l'instant. Un petit peu pour voir comment réagit le lectorat. Est-ce que ça vaut la peine, en fait, réellement, de faire un livre papier ou pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on a toujours ce souci-là, c'est le stock, quoi. C'est-à-dire, on fait imprimer et puis après, on a du stock et qu'est-ce qu'on en fait quand il part pas. Donc voilà. Donc ça peut être l'idée, ça aussi, de façon à éviter de rentrer dans des frais. Voilà. Alors, il y a Manu qui nous fait un coucou, elle vient d'arriver, j'imagine. J'avais une autre question, puisqu'on parle des droits d'auteur, on va parler des contrats qui lient une maison d'édition, en tout cas la tienne, avec tes auteurs. Quelles sont les attentes que tu as de tes auteurs? Chez nous, c'est un petit peu, comment dire, comme dans une grande famille, on va dire ça. Les seules fois où ça se passe pas très bien, où le produit n'a pas vraiment de succès, hein, on a eu ça quelquefois, eh bien, c'est parce que les auteurs sont pas investis. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de ce rôle vraiment de l'auteur qui prend les choses aussi en main et qui participe activement à la diffusion de son produit. Donc, on l'a vu avec les produits qui marchent, c'est vraiment parce que les auteurs ont déjà, on va dire, une présence. Alors, soit ils ont déjà, on va dire ça, publié autre chose, ou alors, quand c'est des premières publications, c'est des personnes comme, par exemple, comme Eric, qui travaille avec Internet, donc sur Facebook, sur YouTube, voilà. Et Christian, qui travaille, qui fait beaucoup de vidéos, hein, et qui participe à la presse galactique, etc. Donc là, il y a déjà, on va dire ça, un cercle de personnes qui sont intéressées, qui connaissent l'auteur et qui donc sont demandeurs. Et ces auteurs-là, sincèrement, jamais ils disent non quand je leur propose. Là, par exemple, on a un salon au mois de novembre, je crois. Tout de suite, ils sont d'accord. Je sais que je peux demander à Eric, ça va être oui. Je peux demander à Christian, ça va être oui. Il y a des auteurs, donc les quelques rares où ça n'a pas trop fonctionné, eh ben, on n'a pas de contact. C'est-à-dire, ils ne nous demandent pas de nouvelles, on sait rien, ils ne nous sollicitent pas, ils ne nous proposent rien. Je vois par exemple Alison, elle a fait énormément, elle a essayé de faire de son côté à elle, c'est-à-dire des présentations, des lectures publiques, des ateliers. C'est la même chose donc donc j'ai cité Alison, mais c'est aussi Pascal aussi, elle a fait des choses, hein, de faire des lectures publiques, des choses comme ça, parce que bah oui, il faut attirer les gens. Et par exemple, une librairie qui va organiser une séance de dédicace, c'est l'auteur qui va y aller, c'est pas nous. Ah, justement, tu parles de ça, on en a discuté un petit peu toutes les deux et je pense que ça peut être intéresser aussi les gens parce que tu parles des séances de dédicace, alors moi je vais même étendre sur les salons parce qu'il y a une certaine polémique qui est en train de s'installer sur le fait de payer les auteurs à aller dédicacer finalement des livres dans des salons. Et je comprends que les auteurs puissent avoir cette attente, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils comprennent le côté derrière ce qui se passe pour vous. Et donc, j'avais envie de te donner aussi un peu la parole à ce sujet-là. Oui. Oui, alors ça dépend des salons. Donc, tu vois, quand c'est des petits salons comme ceux qu'on va faire, là, c'est pas un vrai salon du livre, c'est plus un salon bien-être, ou salon, il y en a un qui s'appelle bien-être éco, l'autre doit s'appeler, j'ai plus le terme exact en tête, mais enfin, ça tourne autour de ça. C'est plutôt des salons bien-être où, en fait, nous, on est là en tant qu'éditeur, mais il y a aussi beaucoup de thérapeutes. Et là, les auteurs, nous, quand ils viennent, on ne les paye pas. Par contre, on prend tout en charge. C'est-à-dire leur déplacement, l'hébergement, hein, parce qu'en général, il y a au moins une nuit d'hébergement, surtout quand ça se passe sur 2 jours, les repas, etc. Donc ça nous paraît tout à fait normal. Enfin, comme on fait quand ils viennent aux journées Be Light, ils sont invités, ils sont, voilà, ils ont
comme seul, comment dire ça, ça doit rien leur coûter, ça paraît tout à fait logique. Et en général, tu vois, comme souvent, ce sont des gens qui font autre chose à côté, qui font soit, par exemple, comme Éric des Orgonites ou comme Agnès des Tableaux ou des choses créatives, ou alors comme par exemple Alison qui fait des massages, ou, etc., ou qui vend ses jeux de cartes, eh bien, ils peuvent tout à fait venir et proposer aussi ces prestations-là. Qui peut leur faire aussi une rentrée d'argent pour ce jour ou ces jours-là. Donc oui, on les sollicite, mais on essaye quand même de faire en sorte que ça leur apporte aussi quelque chose et que ça ne leur coûte pas en plus. Alors, pour avoir rencontré une auteure avec laquelle j'ai sympathisé beaucoup, Véronique, je t'embrasse, c'est pas toujours le cas. Ils sont souvent sollicités pour venir par la librairie qui était invitée, etc. Mais eux ne sont pas rémunérés. Ils ont à leur charge les frais de déplacement, les frais de ce qu'ils vont consommer dans la journée, un repas, etc., tout ça, et même les frais d'hébergement. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc là, bon, je trouve ça quand même pas correct non plus, parce que, voilà, d'accord, elle vient pour faire la promotion de son livre, mais elle repart avec rien, puisque c'est pas elle qui vend les livres. On est d'accord. Donc là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, par contre, je voulais, comme tu parlais des salons, revenir, parce que l'année dernière, Alison m'a sollicité sur le salon du livre de Brive. C'est un gros salon. Comment ça se passe? Donc, ça veut dire qu'on va demander à l'éditeur, donc les auteurs peuvent y aller s'ils sont auto-édités. D'accord? Donc là, c'est un contrat entre eux et puis l'organisation de ce salon. Quand ce sont des éditeurs, donc là, ils vont revenir vers l'éditeur. Ils vont nous demander, je ne sais plus combien c'était, mais c'était quand même des frais, je ne sais plus si c'était sur 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, mais enfin, c'était plus de 350 €, quelque chose comme ça, en sachant que nous, on n'y va pas. D'accord? Donc, on n'y va pas. C'est l'auteur qui est sollicité pour y aller. L'auteur est pris en charge par l'organisation. Au niveau de son, je pense que c'est au niveau de, je ne suis pas sûre que ce soit au niveau de l'hébergement, mais en tout cas, au moins au niveau des repas, etc., tout ça. Par contre, l'auteur non plus n'a pas le droit de vendre ses livres. Les seuls qui sont autorisés à vendre les livres dans ce type de salon, ce sont les libraires. Voilà. Donc, c'est l'éditeur qui paye, c'est l'auteur qui se déplace, et c'est le libraire qui empoche. On est d'accord? Non, ça, c'est vraiment... moi, j'ai bien lu la charte, je l'ai lu plusieurs fois. Et si nous, on n'a pas de libraire disposé à y aller, qui habite dans la région à peu près, eh ben, on n'a pas pu y être. Donc, moi, j'ai dit à Alison, si tu veux y aller, vas-y par un autre biais avec ce que tu as créé toi, qui est auto-édité. Mais elle a dit non, puisque les auteurs non plus n'ont pas le droit de vendre. Voilà, donc, bon. C'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si en tant si elle était auto-éditée, elle aurait eu le droit de vendre son jeu de cartes, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même bizarre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre que c'est nous qu'on sollicite. Ah, ça sonne. Je vais devoir t'abandonner 30 secondes pour ouvrir la porte parce que c'est le concert, comme tu entends. Il n'y a pas de souci. Ça nous laisse supposer du coup qu'il faut vraiment s'interroger et regarder les fonctionnements des différents salons qu'il y a, puisque un salon ne fait pas l'autre. Je sais que les salons de la BD, les salons du livre sont vraiment spécifiques. Comme Malou le disait, elle a fait aussi des salons des bien-être dans la mesure où ces livres répondent à cette catégorie aussi d'interrogation, de support, puisque les gens qui vont dans le bien-être s'intéressent au développement personnel, à l'ésotérisme et tout ce qui s'ensuit, et c'est ce à quoi répond la maison d'édition de Malou. Donc, surtout, soyez vigilants quand vous avez envie d'aller dans un endroit ou dans un autre pour diffuser vos livres, et même si c'est avec envie, de voir ce qui peut se faire pour vous et que vous ne soyez pas perdant, que ce soit vous ou votre maison d'édition, ou peu importe, mais soyez bien vigilants avec tout ça. On voit que Malou revient, donc voilà, si elle peut compléter. Elle peut compléter. Oui.
Donc, en tout cas, voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'expérience au niveau des salons des livres, mais en tout cas, c'est ce qu'on a constaté, notamment l'année dernière. Il y a autre chose aussi, c'est que dans ce type de salon, ils limitent les livres, bien sûr, présentés. C'est tout à fait logique, puisque sinon, ils auraient des livres, des quantités considérables. Donc, on a le droit de présenter que des nouveautés. Grosso modo, un livre, c'est une nouveauté pendant 6 mois, à peu près. Voilà. Donc, ça fait pas beaucoup. Donc, si des gens te disent, bon, tu emmènes que tes nouveautés, tu calcules. Nous, on n'est pas Gallimard ou Lafon, je sais pas qui. Donc, forcément, si tu viens avec 2-3 livres, ça fait un peu pauvre. Ben oui, voilà. Donc, voilà, il y a ça aussi, quoi. Donc, c'est pour ça, nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on préfère les formats plus, on va dire, plus petits et puis avec le contact réel avec les gens, parce qu'on a remarqué aussi que quand on y va, qu'on se déplace sur ce type d'événement, eh bien, j'ai l'occasion d'expliquer aux gens. Puisqu'on a dans nos livres, d'ailleurs, j'ai un salon le week-end prochain qui est près de chez nous et où je fais une petite conférence, enfin, je ne peux pas vraiment appeler ça comme ça, c'est plutôt une présentation pour dire qu'est-ce qu'on présente quand on s'appelle Be-Light Édition, quoi. Voilà. Pourquoi et ça permet justement d'expliquer un petit peu les livres qu'on présente et les auteurs qu'on choisit. Et voilà. Comme moi j'ai dit, moi je ne choisis pas grand-chose en général, puisque on me dit tu fais ça. Enfin, c'est là, ils me disent. Donc voilà. Si tu devais résumer tout ce qui s'est dit ce soir, tu résumerais comment ? Pour moi, quand même, c'est important de défendre ses droits, quel que soit le côté, que ce soit l'illustrateur, qui souvent est, je dirais franchement, un petit peu le parent pauvre dans cette histoire, et également l'auteur, parce que je veux dire qu'on lui paye ce qui lui revient, ça me paraît logique, parce que sans auteur, il n'y a pas de création. Et de l'autre côté, aussi défendre ses droits, comme nous, vis-à-vis de quelqu'un qui aurait tendance à abuser. On est obligé, là aussi, de défendre ses droits. Donc voilà, ce n'est pas une question de faire, entre guillemets, la police. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais la propriété intellectuelle, ça se respecte. C'est ça, c'est vraiment cette notion de respect qui est important, je pense, de noter là-dessus. Oui, c'est ce que je pense. Et comme dit, et que les choses soient toujours faites d'un commun accord. C'est-à-dire, moi, les contrats, on les signe quand tout le monde est d'accord. Et que tout le monde a vu les clauses et que sinon, on négocie, on discute. Voilà. Ça me paraît tout à fait logique. Sinon, on ne peut pas fonctionner bien. Tout à fait, je te suis complètement là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai sollicité un petit peu pour ce direct, pour pouvoir revenir dessus, parce que c'est souvent l'interrogation des jeunes auteurs ou des illustrateurs. Et puis aussi avec cette problématique que je te disais de personnes qui, sous couvert d'une bonne intention à la base, ont envie de partager quelque chose, un ouvrage, enfin l'extrait d'un ouvrage ou un ouvrage complet, parce qu'en l'occurrence, ça c'était un peu le cas. Ouais. On l'a arrêté à la fin du chapitre 2, c'est bien, ouh. Et du coup, ça permet de sensibiliser tout le monde en fait au respect de chacun, parce que si on voit quelqu'un qui est armé de cette belle intention, qui commence à faire ça, juste lui dire écoute, c'est super sympa ce que tu as envie de faire, mais c'est pas possible, ou sinon il faut que tu contactes la maison d'édition, l'auteur pour pouvoir le faire. Et éventuellement, peut-être que là, il y a quelque chose qui peut se produire, mais tu ne peux pas le faire parce que c'est respect de ces personnes qui ont créé cet ouvrage ou cette œuvre. Donc, c'est vraiment, vraiment ça aussi. Le respect, il va marcher aussi dans ce sens-là. Bien sûr. Et là, nous, des fois, on est frustrés aussi en tant qu'éditeur quand on voudrait faire quelque chose et qu'en fait, on n'a pas de réponse de la part de l'auteur ou qu'on n'arrive pas à le retrouver parce que c'est un peu ancien ou de l'éditeur. Moi, j'ai sollicité plusieurs fois et envoyé des courriers plusieurs fois en disant, dites-nous, est-ce que vous nous permettez de le faire ou pas? Et quand on ne reçoit pas de réponse, nous aussi, on est frustrés, quoi. Et on aurait tendance à dire, tant pis, on le fait, à la one again.
mais bon, c'est pas sérieux, quoi. Voilà, c'est pas sérieux. Et vous Non. dire, il y a des choses qu'on peut faire en privé, mais il y a des choses qu'on peut pas faire comment dire ça, professionnellement, c'est pas possible. Donc voilà. Non. Donc on prend mal en patience. Il y a Françoise qui nous dit un grand merci à vous deux pour votre partage. Pas de souci, Françoise. Hein. J'arrive à l'afficher, bien comme tout. Merci à toi, Françoise, de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes d'avoir suivi et d'avoir bien écouté, puisque visiblement, on a dû répondre à toutes les interrogations vu qu'aucune question ne s'est posée. Si toutefois, les personnes qui regardent en replay ont des questions qui viennent, n'hésitez pas à mettre votre commentaire sur le post. Je regarderai, j'essaierai de vous répondre si je peux, et si je peux pas, j'inviterai Malou à répondre à ma place, si elle a la réponse aussi, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Loin de là. Donc, voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait vous dire sur ce sujet-là. Ah si, je sais, j'ai trouvé une question. Attends. Il y a des personnes qui s'interrogent, les auteurs notamment, qui n'ont pas encore publié leur livre. Ils ont mais ils sont arrivés à la fin et donc ils parlent de de s'envoyer par mail leur ouvrage par rapport justement à la protection de leur livre, puisqu'on en parle des livres. Il y en a qui parlent aussi de passer par des notaires. Pour toi, est-ce que tu as une réponse à ce questionnement? Pour protéger, c'est-à-dire leur ouvrage, pour être sûr qu'ils ne soient pas, parce que c'est vrai que c'est arrivé, ça aussi, hein, que des auteurs bien intentionnés envoient leur manuscrit, personne ne leur répond jamais, puis tout à coup, ils voient que c'est publié et que c'est pas eux qui est cité. Donc, ça peut arriver. La protection, je dirais, protection de la propriété intellectuelle, hein, c'est un office qu'on peut solliciter. Certains des auteurs, d'ailleurs, avec qui on a été en contact, le font, c'est-à-dire qu'ils déposent leur droit, hein, sur un ouvrage auprès donc de l'ANPI, hein, Association nationale de la protection intellectuelle, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, bien sûr, on peut le faire. De même que vous déposez une marque ou un logo, ou les interroger sur le fait que ça existe déjà ou pas. Donc oui, on peut faire ça. Mais voilà, enfin, c'est triste à dire, ça ne donne pas une garantie à 100% non plus. Non. En tout cas, il faut, si on se réfère, on va dire, à la loi d'attraction, on va se concentrer sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on redoute. Comme ça, ce genre de choses n'arrivera absolument pas. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est vrai que plus on est dans la peur, forcément, et puis plus on va attirer des choses qu'on ne veut pas, bien sûr, à force d'y penser, hein, à ces choses qu'on ne veut pas, elles finissent toujours par arriver. Donc après, ça dépend aussi à qui ils demandent, à qui ils proposent leurs ouvrages, etc., où ils font lire ou peu importe. En tout cas, voilà, nous, on en reçoit, hein, bien sûr, tout le temps. Donc, si je m'amusais à pas faire attention à ça, on serait plus là, hein, j'imagine. C'est pas possible. Carrément, j'imagine. Là, j'ai encore reçu un aujourd'hui, tu vois, pas sollicité, rien, pof, bon, il arrive par la poste. T'es gentil, il a mis de quoi le renvoyer, hein, parce que des fois, on est bien obligé, surtout que là, j'ai pas toujours la possibilité d'accepter tout. Mais ça se respecte quand même, il n'y a pas de raison, quoi. Il y a pas de raison. Donc voilà, faut, hein, protégez-vous comme vous pouvez, ça c'est sûr. Sortez couvert. Voilà. Non, c'est vrai, hein, c'est triste à dire, mais bon, il faut quand même un minimum, on va dire, de méfiance, entre guillemets, hein, de ne pas faire confiance à tout le monde et n'importe qui, c'est vrai. Alors, écoute, Malou, je te remercie pour cette soirée. C'était super intéressant et instructif. J'espère que je ne t'ai pas assommé avec toutes mes questions. Non, moi, j'espère surtout que j'ai pu répondre à peu près aux attentes des auditeurs là, de ce soir, et d'une manière générale de ceux qui viennent sur le groupe. Parce que voilà, moi je ne suis pas non plus, j'ai pas les réponses à tout, j'ai pas la science infuse, donc forcément, moi j'apprends le métier au fur et à mesure encore. Donc voilà. Tout à fait. Honnêtement. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi, Malou. Il y a Manu qui nous fait des bisous, Françoise qui nous dit bonne soirée à toutes et tous. Manu qui dira quand même que ce sera un replay pour la première partie de la soirée qu'elle aurait manqué. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Bonne soirée, à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, poser des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Bonne soirée.